Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Patrimoine. Smart Patrimoine, l'émission qui vous accompagne dans la gestion de vos finances personnelles, mais l'émission qui décrypte également avec vous les enjeux et les actualités du secteur de la gestion de patrimoine. Une émission que vous pouvez retrouver tous les jours sur Smart for Change, sur les réseaux sociaux de Smart for Change et bien sûr, vous pouvez nous écouter en podcast sur toutes les plateformes de podcast. Au sommaire de cette édition, nous commencerons tout d'abord avec les clés de l'IMO, le rendez-vous dédié à l'acquisition immobilière ou à l'investissement immobilier de Smart Patrimoine. Et dans un instant, nous tenterons de comprendre où en est le moral des agents immobiliers dans un contexte potentiellement de départ ou de redépart à la hausse du marché immobilier. Nous en parlerons dans un instant avec Jean-David Lépineux, fondateur d'Opinion System, à l'occasion donc de la sortie du baromètre du moral des agents immobiliers. Ce sera la première partie de l'émission. Nous enchaînerons ensuite avec Enjeu Patrimoine, un enjeu patrimoine qui sera consacré à un sujet important. Lorsque l'on veut s'unir, on se demandera comment choisir son contrat de mariage, avec évidemment des questions autour de la gestion de son patrimoine en fonction du contrat de mariage. Une question que nous aborderons avec Guillaume Jouvin, directeur de l'ingénierie patrimoniale chez Bred Banque Privée, mais aussi avec Nathalie Couzigou-Suas, notaire à Paris. Et puis enfin, dans la troisième partie de l'émission, dans l'œil de l'expert, nous aurons le plaisir de retrouver Régis Yankovici, fondateur et dirigeant de Luxavie, avec qui nous tenterons de comprendre comment protéger son portefeuille en ce début d'année. On se retrouve tout de suite sur le plateau de Smart Patrimoine. Et nous commençons donc tout de suite avec les clés de l'IMO, le rendez-vous dédié à l'investissement immobilier ou à l'acquisition immobilière de Smart Patrimoine. Et nous allons tenter de comprendre ensemble où en est le moral des agents immobiliers sur le terrain début 2025. Et pour cela, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine Jean-David Lépineux. Bonjour Jean-David Lépineux. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Vous êtes le fondateur d'Opinion System. Alors Opinion System, c'est un organisme de sondage, mais dédié principalement au secteur, à la profession immobilière. Alors, par principe, aujourd'hui, nous avons beaucoup d'agents immobiliers clients. Alors, on s'adresse à d'autres secteurs d'activité, comme là, nous pénétrons très prochainement sur le monde des assurances. Mais on est vraiment spécialisé sur les agences immobilières, oui. Alors, on voit que le marché immobilier se dégrippe, repart un petit peu effectivement en ce début d'année. On voit des banques qui communiquent sur le fait que le crédit, qu'elles vont redonner un petit peu de souffle effectivement au crédit immobilier. On voit des acquéreurs qui reviennent sur le marché. Qu'est-ce que vous constatez, vous, en ce début d'année, en ce qui concerne le moral des agents immobiliers? Je rappelle donc que Opinion System a édité sa 3e édition du baromètre du moral des agents immobiliers. J'imagine que si on le compare à l'année dernière, on voit quand même une évolution assez franche. Le moral repart un peu à la hausse, non? Oui. Alors, si vous voulez, pour ne pas rentrer dans des choses assez basiques, si on rentre dans des sujets un petit peu plus profonds, finalement, qu'est-ce qui s'est passé durant cette crise? Parce que c'est ça qu'il faut regarder avec un vrai œil. La première chose qui s'est passée, c'est que dans cette vraie crise, il y a eu véritablement 2 salles, 2 ambiances des agents immobiliers. Vous voyez, hier soir, j'étais à une convention d'un réseau renommé. D'accord. Et on a vu dans un marché extrêmement délicat des performances exceptionnelles. Sur l'année dernière? Sur l'année dernière. D'accord. Voilà, on a vu des performances exceptionnelles donc sur l'année dernière. Donc il y avait des agents immobiliers qui arrivaient à vendre en 2024? Qui arrivaient. D'accord. Et c'est pour ça que je vous dis qu'il y a finalement dans ce marché, il y a eu 2 salles, 2 ambiances. Quand on parle de 2 salles, 2 ambiances, vous avez les agents immobiliers qui ont réagi. Qui ont réagi parce que finalement ils se sont aperçus d'une chose, c'est que sur un stock vendeur que nous avions dans un marché de crise, vous aviez 2 stocks. Vous aviez tout d'abord le stock d'opportunité, donc tous les vendeurs qui voulaient vendre de façon opportuniste, et vous avez le stock de nécessité. Et donc tous les bons agents immobiliers se sont réorientés à refaire leur métier humain, c'est-à-dire accompagner le vendeur sur des vendeurs qui étaient sur un marché de nécessité. Qui avaient l'obligation de vendre ou le besoin de vendre rapidement, quel que soit le marché. Ouais. D'accord. Voilà, parce que tout ce qui a faussé finalement le marché, vous savez, quand vous faites un état des stocks sur 100 stocks, si vous prenez quelque chose de concret pour donner des exemples aux auditeurs, vous prenez sur 100 mandats. Sur 100 mandats, on avait à peu près 60 personnes qui vendaient de façon opportuniste en disant bien sûr, c'est cher, si vous me le vendez à ce prix-là, vendons-le. Et au final, on se concentrait plus forcément sur l'ensemble des mandats et sur les personnes qui avaient besoin de nécessité. Et donc le marché, tous ceux qui se sont reconcentrés essentiellement à repartir devant leurs propriétaires vendeurs, reparler avec eux, recommuniquer humainement avec ces propriétaires vendeurs, ont sorti
leur épée du chapeau. Pourtant, il ne suffisait pas d'accompagner les vendeurs, puisque côté acquéreur, il y avait plus de difficultés à obtenir un crédit, le crédit coûtait plus cher, il y avait un questionnement aussi sur les prix. Donc là, quand même, quand on arrive à sortir son épingle du jeu en 2024, ça veut dire qu'on a été beaucoup plus patient, qu'on a accepté que la vente ne marche pas la première fois, mais se fasse peut-être la troisième fois avec le troisième acquéreur. Il a fallu plus de résilience en 2024 ? Alors, des ventes, comme vous dites, one shot, comme on pourrait dire, elles sont assez rares dans l'immobilier. Très souvent, ça nécessite beaucoup de visites, beaucoup de choses. Il y a beaucoup de travail qui est fait auprès de l'agent immobilier avant de pouvoir signer une vente. C'est la chose qu'on ne voit pas. C'est la partie émergée de l'iceberg. Les acheteurs, vous savez, le marché immobilier, finalement, il est complexe et simple à la fois. Des acheteurs ne peuvent pas acheter, ils sont bloqués à un certain niveau et les vendeurs sont juste au-dessus. Quand vous arrivez à rééquilibrer, si vous faites un bon travail auprès des vendeurs qui sont nécessaires, vous retrouvez les acheteurs. Et ça se faisait au niveau, entre guillemets, du marché de nécessité, où il y avait cette possibilité peut-être de jouer un petit peu sur le prix. Oui, c'était le marché de nécessité, ce qui a fait qu'en fait, on a vu une chute aussi des transactions. Voilà, la chute des transactions, c'est qu'on s'est réorienté vers un marché de nécessité. Alors, quand il y a une chute des transactions en 2024, on imagine que le moral des agents immobiliers n'est pas au beau fixe non plus, parce que ça veut dire qu'il y a moins de transactions, donc moins de transactions par agent immobilier, peut-être plus de difficultés à aller au bout d'une transaction. Dans ce troisième baromètre du moral des agents immobiliers, qu'est-ce que vous constatez fin d'année 2024 et peut-être aussi 2025, ou en tout cas espérance pour l'année 2025? Alors, tout d'abord, il y a moins de transactions, ça c'est une certitude, mais surtout beaucoup plus d'acteurs. D'accord. Voilà, donc ce qui veut dire que le marché est beaucoup plus complexe. Beaucoup plus d'acteurs, beaucoup plus d'acteurs de vente sur le marché immobilier, d'accord, de commerciaux sur le marché immobilier qu'il n'en a été. Alors aujourd'hui, les chiffres et les prédictions sont à la hausse puisqu'on a un marché qui atterrit sur 775 000 transactions. Il est déjà une prédiction annonce le dépassement des 800 000 transactions pour l'année prochaine, donc on devrait commencer déjà à regrimper. D'accord. Le moral revient. Nous, on le sent aussi chez nous. Voilà, on ressent ça. Et surtout, ce que nous avons, nous, chez nous, c'est en règle générale ce qui a été très triste de ce que nous avons vécu dans cette crise, c'est le nombre de liquidations judiciaires. Nous recevions, parce que les agents immobiliers sont adhérents chez nous, le nombre de liquidations judiciaires que nous recevions. Donc de professionnels de l'immobilier ? De professionnels de l'immobilier pour un désabonnement de chez nous, mais sur une liquidation judiciaire. Ça a été dramatique. Et ça, vous en avez eu beaucoup en 2024 ? On en a eu énormément entre 2023 et 2024. Et là, on a immédiatement vu sur les 6 derniers mois vraiment un très fort ralentissement de ces courriers. D'accord, oui, donc en fait, quand vous parliez du marché de nécessité, c'était le cas pour un certain nombre d'agents immobiliers, mais ce n'était pas le cas pour toute la profession non plus, puisqu'effectivement, il n'y en avait plus pour tout le monde, mais il y a toute une partie de la profession pour qui ça a été plus difficile. Et là, au global, vous constatez quand même qu'il y a espoir de reprise sur 2025, donc d'augmentation du volume de transactions, potentiellement stabilisation des prix et aussi du coût de financement pour que le marché puisse repartir et se dégripper quelque part, alors qu'il est grippé depuis plusieurs années quand même. Alors, là, de toute façon, mécaniquement, nous allons repartir, nous allons repartir sur un volume de transactions, mais surtout, ce qu'il faut regarder, c'est que sur ce marché immobilier que nous avons pu voir et la façon dont il se dégrippe, c'est premièrement la baisse des taux d'intérêt. Ouais. Ça, c'est quelque chose, c'est un signal très très fort. Maintenant, de l'autre côté, les agents immobiliers, on les a pas beaucoup aidés durant ces derniers mois. Bien sûr, années. Ils sont toujours en attente d'une loi de finances. Voilà, il y a eu un ministre qui est resté, un ministre du logement qui a enfin été nommé, qui est resté, bien sûr. Qui, pour le moment, est resté dans le nouveau gouvernement. Donc, il y a quand même de bons signaux et je dirais que le crédit reste tout de même un très très bon signal pour eux. 56% des professionnels attendent une politique stable sur plusieurs années, selon votre baromètre. Comment interpréter ce chiffre? C'est un espoir ou c'est une croyance dans l'avenir, malgré un contexte politique assez compliqué, potentiellement pour l'immobilier à l'heure actuelle? Ils ont toujours, je vais vous répondre concrètement, c'est un espoir maintenant. D'accord. Maintenant, c'est de passer à l'espoir. Avant, c'était une vraie volonté. Maintenant, une conviction, d'accord, oui. Et maintenant, aujourd'hui, c'est un véritable espoir. Ils n'ont pas eu de ministre pendant des années. Ensuite, il y a un ministre, c'est reparti, ça revient. Enfin bon, à un moment donné, quand on se concentrera sur le logement et qu'on comprendra que le logement, c'est quelque chose qui est crucial et qui est vital, je pense que les agents immobiliers auront de belles années devant eux. Et alors, dernière question, on a vu effectivement la première échéance du calendrier des passoires thermiques et notamment de l'interdiction de location des passoires thermiques, enfin de mise en location sur le marché. Est-ce que ça joue sur le moral des agents immobiliers ou de toute façon c'est intégré, on le sait depuis plusieurs années, on sait quel impact ça peut avoir en matière de logement, mais globalement, de toute façon, c'était déjà prévu. Ils n'ont pas eu d'impact particulier. Ce qui les impacte plus aujourd'hui, je dirais que c'est la loi de
de finances. D'accord, c'est l'incertitude. L'incertitude de la loi de finances, surtout avec un second marché pour eux, qui est le marché de l'investissement locatif. Bien sûr. Ça, c'est quelque chose qui les impacte plus aujourd'hui. Notamment, par exemple, l'arrêt du Pinel. Par exemple, oui. On finira là-dessus. Merci beaucoup Jean-David Lépineux de nous avoir accompagnés dans la première partie de Smart Patrimoine. Je rappelle que vous êtes le fondateur d'Opinion System. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous également de nous avoir suivis. On se retrouve tout de suite dans Enjeu Patrimoine. Comment choisir son contrat de mariage, ou plutôt comment bien choisir son contrat de mariage dans le cadre d'une gestion efficace de son patrimoine? Voilà la question qui va nous animer aujourd'hui dans Enjeu Patrimoine. Et pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir deux experts du sujet sur le plateau de Smart Patrimoine. Nous avons le plaisir d'accueillir tout d'abord Nathalie Couzigou-Suas. Bonjour Nathalie Couzigou-Suas. Bonjour à tous. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Vous êtes notaire à Paris. Vous allez nous expliquer un petit peu quels sont les différents régimes de contrat de mariage qui existent et surtout comment les choisir en fonction de sa stratégie patrimoniale. Et à vos côtés, nous avons le plaisir d'accueillir également Guillaume Jouvin. Bonjour Guillaume Jouvin. Bonjour à tous. Vous êtes directeur de l'ingénierie patrimoniale chez Bred Banque Privée. Alors vous, la gestion de patrimoine, c'est votre métier au quotidien et vous allez nous expliquer un petit peu s'il y a des préférences à avoir quand on veut gérer son patrimoine en matière de contrat de mariage et surtout quelles sont les questions qu'il faut se poser. Alors, on va peut-être commencer rapidement avec vous, Nathalie Couzigou-Suas. C'est un sujet qu'on a déjà traité dans l'émission, mais on va rappeler rapidement quelles sont les grandes catégories de contrats de mariage. Séparation de biens, communauté. Exactement. Ce qu'il faut rappeler, c'est qu'on n'est pas obligé de faire un contrat de mariage. C'est-à-dire que si vous ne faites pas de contrat de mariage, ce qui est la pente naturelle de beaucoup de Français, peut-être à tort, eh bien, dans ce cas-là, la loi, elle vous donne un régime matrimonial qui est la communauté. Bien sûr. Donc, sous ce régime, contrairement à une idée répandue, on conserve tout ce qu'on reçoit de sa famille et tout ce qu'on avait avant le mariage. En revanche, il est impôt commun de tout ce qu'on gagne, de tout ce qu'on crée, dont des sociétés, pendant le mariage. Donc ça paraît bien, parce qu'on dit quand on se marie, c'est pour partager tout. Sauf que l'effet miroir, c'est qu'on partage aussi le mauvais, les dettes. Bien sûr. D'où les dettes d'une entreprise qu'on aurait créée. Même les dettes d'une entreprise, sauf bien sûr amortisseurs, bien sûr, parce que normalement on n'est pas tenu, mais on peut avoir une extension de la déconfiture de l'entreprise sur ses biens personnels. Donc d'où d'autres régimes matrimoniaux pour lesquels il faut aller voir son notaire et choisir un contrat. Le plus choisi, c'est la séparation de biens, où chacun est parfaitement indépendant, chacun conserve ses dettes pour l'essentiel, même si ça n'empêche pas d'acheter ensemble. Un autre contrat moins connu, mais très très bien aussi, et qui est le régime légal de beaucoup de pays nordiques, c'est la participation aux acquêts. Bien sûr. C'est-à-dire que pendant le mariage, on est chacun indépendant. Si je fais une dette, le patrimoine de mon conjoint est à l'abri. En revanche, en cas de divorce ou de décès, on partage tout ce qu'on a gagné par moitié. D'accord. Voilà, donc il y a tout. Mais quelle différence avec la communauté alors Eh bien justement, c'est que la différence, très très bonne question, la différence avec la communauté, c'est que pendant le mariage, on ne peut pas aller poursuivre l'autre sur les dettes nées du chef, du conjoint. Donc ça crée une séparation de biens, une étanchéité des patrimoines vis-à-vis de l'extérieur, des créanciers. D'accord, donc ça protège effectivement en cas de faillite d'une entreprise. Ça protège en cas de liquidation. En revanche, on partage le bénéfice en cas de séparation, ce que beaucoup veulent faire. Très important. Donc la mairie n'offre pas de contrat de mariage. Enfin, entre guillemets, c'est le contrat de mariage de communauté, effectivement, que vous avez décrit. Si on veut faire rédiger un contrat de mariage, c'est avant le mariage. Alors, très bonne question. C'est impérativement avant le mariage, même si maintenant la loi est assouplie. On peut changer de régime matrimonial pendant le mariage, mais ça coûte très cher souvent, beaucoup plus cher que ne coûterait un contrat de mariage. Vous savez, le notaire, il est officier public, il est tarifé par l'État, donc un contrat de mariage, c'est de l'ordre de 250 €. Avant le mariage. Avant le mariage. Après, ça coûte beaucoup plus cher. Alors là, pas pour le notaire non plus, mais parce qu'il va avoir des taxes pour éventuellement séparer le patrimoine qui aurait été constitué, des frais de publication dans un journal d'annonce légale. Donc, moralité, n'hésitez pas à consulter, chers futurs époux, chers amoureux, votre notaire avant de se marier. Ça coûte beaucoup moins cher entre le choix de la robe et le choix de la pièce montée. C'est très important. Et il vaut mieux effectivement l'anticiper plutôt que le jour où on se retrouve très endetté et qu'on veut protéger son conjoint, devoir dépenser des sommes, effectivement. On le voit souvent, les notaires de France. Souvent, je vois apparaître un jeune couple ou moins jeune qui me dit on vient, on ne sait pas trop pourquoi. C'est notre comptable qui nous a conseillé de venir vous voir. Je dis à tous les coups, effectivement, ils ne sont pas renseignés avant. Il y en a un, madame ou monsieur, qui crée son entreprise et puis le comptable bien avisé leur dit attention, si vous faites de mauvaises affaires, c'est le patrimoine qui va être... Donc c'est dommage parce qu'effectivement, ça aurait coûté beaucoup moins cher s'ils avaient pris la peine de venir consulter leur notaire.
Guillaume Jouvin, directeur de l'ingénierie patrimoniale chez Bret Banque Privée. Votre métier, c'est d'aider vos clients à gérer au mieux leur patrimoine. Alors, je vais caricaturer un peu, mais le patrimoine peut venir de donations, d'héritage, ou de celui qu'on s'est constitué directement et qu'on a ensuite disséminé dans différents types d'investissements. Que vient faire le mariage et le contrat de mariage dans tout ça, Guillaume Jouvin ? Alors, le régime matrimonial, avant tout, ça permet de composer le patrimoine de chacun des époux. D'accord. Ça répond donc à cette question-là. Qu'est-ce qui m'appartient ? Qu'est-ce qui appartient aux deux ? Qu'est-ce qui appartient à l'autre ? Et donc, dans ce cadre-là, en tant que banquier, on doit informer nos clients en disant « tel actif vous appartient, tel actif vous appartiendra en cas de décès ». Et souvent, si on est consulté, c'est avec cette volonté de se dire « je souhaite protéger mes proches, mon épouse, mes enfants. Comment est-ce que je peux anticiper la transmission à leur profit ?» Et là, le contrat de mariage intervient aussi, le choix du contrat de mariage intervient aussi dans la protection de ses proches. Parce qu'effectivement, on a toujours l'impression que quand on choisit un contrat de mariage, c'est parce qu'on va anticiper le moment où on va divorcer. Mais quand on parle de protection de ses proches, là, le choix du contrat de mariage a aussi un intérêt ? Le choix du contrat de mariage, c'est... Alors, on a 3 raisons d'en faire un. La première, c'est de se dire qu'est-ce qui se passe si jamais un créancier vient me saisir, avant même de penser au divorce. Deuxième chose qui peut arriver, je divorce. Que se passe-t-il en cas de divorce ? Et dernière chose qui arrivera à tous, que se passe-t-il en cas de décès ? D'accord. Et généralement, en cas de décès, il y a une volonté de protéger son conjoint. Et alors, sur chacun de ces 3 cas, il y a une réponse avec un contrat de mariage différent ? Alors, dans chacun de ces 3 cas, on a tous des prismes différents. On a tous une histoire, une volonté qui est personnelle et singulière. Et donc, chacun des régimes peut répondre à certaines préoccupations. D'ailleurs, on n'a pas les mêmes forcément en début de vie qu'en fin de vie. Bien sûr. Généralement, mais comme nous l'a dit Nathalie Coucy-Goussias, on peut pas. Enfin, c'est un certain coût de changer de contrat de mariage, donc c'est pas mal de l'anticiper un petit peu au moment du mariage. Tout à fait. Alors c'est bien de l'anticiper au début du mariage, mais on n'a pas les mêmes besoins à 25 ans qu'à 70 ans. Bien sûr. On n'a pas forcément autant de petits-enfants à 25 qu'à 70. Bien sûr. Et ça, le choix du contrat de mariage, par exemple, sur la volonté de transmettre à des petits-enfants, ça a une incidence. Qu'on soit en séparation de biens, en communauté de biens ou en participation aux acquêts, ça a une incidence. Tout à fait. Alors, si je veux faire une tendance, et je ne veux pas rentrer dans des caricatures, mais on a plutôt tendance, en début de mariage, de prendre un régime plutôt protecteur en se disant « je protège mon patrimoine vis-à-vis des créanciers ». D'accord. Et lorsque le patrimoine est établi, que le mariage a fait ses preuves également, qu'on a gardé le même conjoint pendant suffisamment de temps. On a passé la période d'essai, c'est ça ? On a passé la période d'essai. Là, à ce moment-là, on a une tendance à vouloir tout mettre en commun pour partager, pour transmettre aux enfants, à la famille, et également à protéger son conjoint en se disant « si jamais il m'arrive un accident, je veux que mon conjoint survivant que j'ai aimé soit protégé. » C'est intéressant ça, Nathalie Couzy-Goussias. Vous le voyez, effectivement, peut-être effectivement, on est plus jeune, on a envie de prendre des risques en créant une entreprise, on a envie de protéger son conjoint, on a un patrimoine qui est peut-être moins élevé à ce moment-là, donc on sait qu'on a, entre guillemets, plus à perdre. Et au fil de l'évolution de la vie, on se dit finalement on va mettre en commun parce qu'on n'est plus qu'une seule entité, entre guillemets, même si ça l'était normalement depuis le mariage. Mais ça permet à la fois de faciliter les transmissions patrimoniales vis-à-vis des descendants, d'une part, et puis d'autre part aussi de protéger le conjoint, parce que vous pouvez aménager votre régime matrimonial. J'ai par exemple beaucoup de couples qui me disent voilà, en fait on était en séparation de biens parce que ma femme était médecin, on a voulu protéger contre d'éventuels déboires financiers. Et puis aujourd'hui, il se trouve que moi, monsieur, j'ai hérité de ma famille. Et le patrimoine penche énormément du côté de monsieur. Dans ce cas-là, si monsieur décide de donner une partie de ses biens reçus auprès des enfants communs, vous savez qu'on peut donner à ses enfants 100 000 euros par parent et par enfant. Bien sûr. Ce faisant, même s'il ne faut pas que ce soit requalifié en abus de droit, on peut apporter à une société d'acquêt ces biens-là pour à la fois protéger le survivant et lui conférer par exemple une certaine partie et puis redistribuer au profit de tous les enfants de sorte que les abattements proviennent à la fois de madame et de monsieur. Donc on peut doubler la donation si tant est qu'on en ait les moyens. On peut doubler la donation. Bien sûr, il ne faut pas faire ça parce qu'effectivement, il y a de l'abus de droit. Bien sûr. Il ne faut pas faire ça uniquement dans un but essentiellement fiscal, mais il y a beaucoup effectivement de remaniements de patrimoine qui sont faits aussi pour ça. Où vous avez aussi des clauses d'aménagement où on dit voilà, je vais faire des donations, mais par exemple, je veux que la résidence principale, ça soit une clause d'attribution exclusive, de prélèvement, ce qu'on appelle le préciput, pour la résidence principale au profit de mon conjoint. D'accord. Qu'il
puisse en disposer totalement. Il y a tout un tas, effectivement, le contrat ou l'aménagement du contrat, parce que ce qu'on parle de contrat, là, c'est la modification du contrat en cours d'instance. Ça permet aussi de redistribuer les cartes patrimoniales pour parvenir au but de transmission et de protection. J'ai une question également sur l'héritage, mais on y viendra dans un instant. Guillaume Jouvin, juste avant, quand on fait de l'ingénierie patrimoniale, bon, effectivement, le contrat de mariage, c'est un sujet. J'imagine que ce n'est pas forcément le seul sujet. Dans quel moment de la discussion avec vos clients, ça peut être un point bloquant ? Alors, ce n'est jamais un point bloquant. D'accord, c'est juste qu'on s'adapte. On s'adapte et on informe. D'accord. Ça nous arrive parfois d'apprendre des choses, par exemple le régime de communauté légale. Vous ne faites pas de contrat de mariage, donc tous les biens reçus par donation-succession sont propres, les biens acquis avant le mariage sont propres, tout le reste est commun. D'accord. Et notamment sont communs les revenus issus des biens propres. Donc si vous avez un époux qui a un patrimoine personnel, avec des loyers par exemple, eh bien les loyers tombent directement dans la communauté. D'accord. J'ai hérité d'un ou deux appartements que je mets en location depuis 20 ans, j'ai des loyers depuis 20 ans, je pense que c'est mon héritage, donc mes loyers, pas du tout. Comme on est mariés, ça appartient à tous les deux. Exactement. Et si vous avez acheté d'autres biens avec ces loyers, ils tombent dans le périmètre. D'accord. Et si j'ai utilisé cet argent, effectivement, pour m'acheter, je ne sais pas moi, une voiture ou un téléphone, le bien est commun. C'est commun. D'accord. Exactement. En cas de divorce. En cas de divorce, c'est commun. Même chose pour les stock options et les actions gratuites, le plan épargne entreprise. Ça a beau être sur un compte personnel de l'époux qui travaille, ça reste... Ou de la femme. Changeons d'exemple. Mettons une femme qui travaille et qui effectivement reçoive des stock options ou une participation ou un intéressement. Tout est commun. C'est commun. Dans le régime alors que c'est le fruit du travail de la femme uniquement. Oui, parce qu'en communauté, le fruit du travail est commun. D'accord, ok. Voilà, donc on a quand même ce devoir d'information. Et une fois qu'on a dit que tout était commun, généralement pour protéger le conjoint... On appelle un notaire, c'est ça ? C'est beaucoup plus simple. Alors on appelle un notaire, oui bien sûr, soit pour changer le régime matrimonial, soit pour faire un testament éventuellement. Mais en tout cas, voilà, nous, en tant que banquier, on a ce rôle de conseil. Et ça arrive souvent de... Alors parce qu'effectivement, là on a donné l'exemple de volonté de changer de régime matrimonial. Ça arrive souvent cette volonté de changer de régime matrimonial pour se protéger, entre guillemets, ou pour... parce que vous avez donné l'exemple, effectivement, où on passe de séparation à communauté dans un but de transmission. L'inverse arrive aussi ? Alors, passer de communauté en séparation, comme le dit Nathalie Gouzi-Goussias, bien sûr. C'est très onéreux. D'accord, je comprends. Ça va coûter à peu près 4%, un petit peu moins, mais donc c'est très onéreux. Et si jamais c'est fait dans une période suspecte, lorsque l'entrepreneur a des difficultés, c'est compliqué. Ça va être remis en cause par les créanciers. Nathalie Gouzi-Goussias, un sujet que j'aimerais traiter avant qu'on conclue l'émission. En cas de décès sans enfant, la rédaction d'un contrat de mariage ne suffit pas à faire hériter son conjoint. J'ai appris ça récemment. Il faut en plus quand même faire un testament. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut avoir en tête que même si on peut protéger le conjoint via un contrat de mariage, par exemple, avec des clauses d'attribution de tout ou partie de biens au profit du conjoint, en fait, le Code civil, il détermine aussi les héritiers qui n'ont rien à voir avec le contrat. D'accord. Par exemple, si quelqu'un qui n'a pas d'enfant et qui laisse encore son papa et sa maman, sans testament, le conjoint va avoir la moitié de tout le patrimoine. Bien sûr. Et papa et maman, chacun un quart. D'accord. S'il n'y a plus papa et maman, le conjoint évince les frères et sœurs sans testament. D'accord. Donc, on n'est pas, si vous voulez, c'est mieux de faire un testament parce que là-dessus, mais une personne qui n'a pas d'enfant et qui n'a plus ses parents, son conjoint automatiquement hérite d'elle. D'accord. Voilà. Donc c'est important d'avoir conscience effectivement que il y a différentes règles qui s'appliquent en matière d'héritage. Oui. Tout à fait. Et elles sont distinctes parce que vous faites un sondage dans la rue, vous demandez à tout le monde, on sort sur l'avenue de Friedland et on dit je suis en séparation de biens, est-ce que vous croyez que je vais hériter de mon mari ou de ma femme ? Tout le monde va vous dire bah non, vous êtes en séparation de biens, on n'hérite pas. C'est une fausse idée qui nous vient du Code Napoléon. Oui, bien sûr. Même en séparation de biens, on hérite pareil, comme en communauté. Mais sans testament, on peut se retrouver à hériter avec ses beaux-parents. Donc c'est intéressant de l'avoir Exactement. Alors en c'est tête. Peut-être aussi ce que voulait le défunt. Complètement, mais c'est juste intéressant de le savoir. Exactement. Merci beaucoup. Merci Guillaume Jouvin, directeur de l'ingénierie patrimoniale chez Bred Banque Privée. Merci Nathalie Gouzi-Goussias, notaire à Paris. Merci à tous les deux. Et quant à nous, on se retrouve tout de suite dans l'œil de l'expert. Comment protéger son portefeuille ? Voilà le sujet qui va nous animer dans l'œil de l'expert. Et pour cela, nous avons le plaisir de retrouver sur le plateau de Smart Patrimoine Régis Yankovici. Bonjour Régis Yankovici. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur le plateau. Vous êtes fondateur et dirigeant de Luxavie. Et donc ensemble, on va se demander comment
protéger son portefeuille. Mais peut-être une question avant. Pourquoi est-ce qu'on en parle là maintenant, début 2025 ? Il y a urgence ? J'avais envie de parler de ça, d'abord parce qu'on dit en général qu'il est préférable de réparer sa toiture quand il fait beau. Bien sûr. Et qu'après, sur les 6 dernières années, on a eu 4 années de S&P au-delà de 20%. Donc on peut penser que ça va s'arrêter. Qu'on est dans une phase de bulle, évidemment pas seulement sur cet indicateur de performance-là, et donc il serait peut-être rassurant de commencer à réfléchir à savoir comment on se protège. D'accord. Peut-être pas pour le faire maintenant, mais peut le faire un peu plus tard. Les valorisations sont stratosphériques. Depuis plus d'un siècle, on a été plus cher qu'aujourd'hui seulement 2% du temps. Bien sûr. Et quand on a investi durant ces 2%, où le marché était au prix ou supérieur actuel, on a fait des performances négatives pendant les 10 années suivantes. Alors aujourd'hui, on entend souvent, oui, mais regardez, les valeurs de la tech, en fait, elles sont chères, mais si on compare à ce que potentiellement on peut encore en attendre, c'est pas si cher que ça. Vous, ce que vous dites, c'est commençons quand même à se protéger. Je dis franchement qu'on n'en sait rien. D'accord. Voilà. Donc, ayons une caisse à outils pour se protéger. Mettons en place des indicateurs, c'est pas l'objet là, mais effectivement d'avoir des moyens d'essayer de détecter des retournements de marché et d'avoir des méthodes en fait. Et c'est alors, ce dont je voulais parler aujourd'hui. Comment concrètement on protège un portefeuille qui est déjà investi ? Alors moi je vois 3 méthodes pour faire simple. La première, c'est d'acheter des produits qui seront moins volatiles que les produits qu'on a déjà en portefeuille. D'accord. Donc par exemple, la façon assez simple, si on ne veut pas trop déformer la structure de son portefeuille, plutôt que d'acheter des ETF pondérés par la capitalisation, on sait bien qu'aujourd'hui, la concentration des indices fait que un des attraits des ETF qui était de dire en un produit, je me diversifie. Aujourd'hui, ce n'est pas vrai. Vous n'êtes pas diversifié. Parce que tout le monde y est. Parce que tout le monde a fait la même chose. D'accord. Et donc, tout le monde a gonflé les premières capitalisations. Et alors qu'un ETF, ça permet d'acheter autre chose qu'un indice capitalisé. Oui, bien sûr. Oui. Donc, vous achetez un ETF équipondéré. Et alors que toutes les années passées, c'était des performances assez proches. Il faut se souvenir qu'à une époque, on disait que les small et mid cap surperformaient les larges. C'est plus vrai depuis un certain temps. Mais prenez, il y a quelques jours, le S&P 500 a perdu 1,50 avec un Nvidia à moins 17%. L'ETF capipondéré, il était à 0. D'accord. Voilà. Donc, alors évidemment, un jour ne suffit pas, mais quand on prend des périodes plus longues, on voit que dans des périodes de correction boursière, ça protège plus. D'accord. Donc déjà, un élément. Un premier élément. Des produits moins volatiles. Après, essayez d'acheter des produits plus décorrélés. Mais ça existe aujourd'hui sur le marché des produits plus décorrélés, décorrélés de la tendance, quoi, du consensus de marché ? C'est pas facile. Vous avez tout à fait raison. Si on veut rester dans les actions, alors pourquoi, enfin, dans les actifs risqués, pourquoi pas acheter des matières premières avec de l'or ? D'accord. Effectivement, c'est pas beaucoup moins performant, mais c'est vraiment décorrélé. Vous pouvez introduire, je sais que c'est très hot comme sujet, mais des actions chinoises. D'accord. C'est relativement décorrélé. Et puis, la troisième façon, c'est effectivement de sortir du marché de l'action en achetant des produits de taux. Pourquoi pas des produits de taux à long terme ? Alors là, effectivement, il faut voir quel scénario économique on a. Si on a un scénario de reprise de l'inflation, il ne faut pas y aller. Ce n'est pas notre scénario. D'accord. Je vous conseille de le faire. Deuxième chose, c'est pourquoi pas faire du cash. Faire du cash un petit peu. Et rapidement, troisième méthode. Et alors, je poursuis, c'était ça effectivement. Ce cash, on parle beaucoup de DCA, de dollar cost average, pour dire on rentre progressivement. Moi, je propose de faire un DCA out. D'accord, de sortir progressivement. Exactement. D'accord. Oui, c'est intéressant. De sortir progressivement. Sortir progressivement du marché début 2025. Exactement. De se dire, voilà, tous les trimestres, tous les semestres, je vais enlever 5% d'actions de mon portefeuille. Ok, parce que je pense que les cours actuels, on va les revoir à la descente. Ça me paraît une évidence. Eh ben, on finira là-dessus. Merci Régis Yankovici de nous avoir accompagnés dans Smart Patrimoine. Je rappelle que vous êtes fondateur et dirigeant de Luxavie. Merci beaucoup, merci à vous également de nous avoir suivis. Et je vous dis à très vite sur Be Smart for Change.